Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été choqué par le drame de Mougins. Vous savez, ce policier qui a été écrasé lors d'un refus d'obtempérer. Vous verrez les images de tout à l'heure. J'ai les images. C'est le Far West, quoi. C'est impressionnant. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est le discours de sa veuve, ou plutôt, moi je suis totalement d'accord avec le discours de sa veuve. Ce qui m'a le plus choqué, c'est les réactions de toute la gauche par rapport à ce discours de la veuve. Et vous allez voir que la réaction est extrêmement violente à gauche. On ne lui permet pas de parler, on ne lui permet pas de s'exprimer. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, je vous la passe encore en première. On va recommencer les directs bientôt, mais vous savez, c'est encore les vacances. Donc, je n'ai pas avec moi de modératrice ou de modérateur. Du coup, voilà, je ne peux pas faire des premières comme d'habitude. Donc là, on fait un. Je peux pas faire, par contre, en direct comme d'habitude. Donc là, on fait une première, désolé. Mais on va revenir à Mougins. Donc là, les premières images que je vais vous montrer, ce sont les images du crime. Moi, j'appelle pas ça un accident, j'appelle ça un crime. Vous allez voir, c'est vraiment un crime. Le Cap-Verdien qui a fait ça voulait tuer le flic. Il y a pour moi aucun doute. Mais aucun doute. Vous allez voir, vous me direz ce que vous en pensez. Et on va voir surtout après ce qui peut arriver à cette personne, ce qui arrive en général à ces personnes. Et puis, on va regarder le discours de la veuve et surtout la réaction de la gauchiasserie au discours de la veuve. Vous allez voir que enfin pour moi, c'est presque le pire. C'est presque le pire. On va recommencer avec les vidéos du refus d'obtempérer. Je l'ai eu sur Français de souche. Vous allez voir, ça va vite, hein, c'est 13 secondes, mais c'est extrêmement violent. Donc, vous ne vous sentez pas obligé de regarder. Vous faites un bond en avant de quelques secondes, si vous voulez, si vous êtes une âme sensible. Mais vous allez voir, c'est très, très violent. Enfin, moi, j'ai trouvé ça extrêmement violent. Donc là, vous voyez sur la droite, les deux policiers qui sont en train de faire leur travail, en fait, tranquillement. Tout va bien pour le moment. On est quelques secondes avant le drame. Vous avez vu ce choc? Je vous le remets si vous n'avez pas vu, mais vous avez vu ce choc? C'est-à-dire qu'il fait le geste pour que la voiture s'arrête et elle lui fonce dedans, mais pas un peu. Vous avez vu le choc, il est propulsé en l'air, il est complètement balancé, quoi. Je vous le repasse. Enfin, moi, je trouve ça extrêmement violent, en tout cas. Je vous le repasse rapidement. Regardez ça. Et elle freine pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Vous voyez, il n'y a pas. Il y a zéro frein. C'est pas un mec qui était en train de regarder à droite, puis tout d'un coup, ah mon Dieu, un flic devant moi et tout. Et dans ce cas, après, tu freines, tu piles, tu fais ce que tu peux. Non, c'est un gars qui volontairement, va percuter le flic qui fait un salto, quoi. C'est impressionnant. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, là, on est dans le meurtre. Là, pour moi, alors, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge, gna gna gna. Ok, je suis un homme de la rue qui dit que quand on fonce comme ça sur quelqu'un en voiture, on commet un meurtre. Voilà, bon, moi, c'est mon bon sens populaire. Je me fous complètement de la qualification juridique, hein, je vais vous dire. Je me fous complètement de la qualification juridique. Et vous allez voir d'ailleurs qu'il y a une vraie différence entre le bon sens populaire et les qualifications juridiques. Parce que immédiatement, une fois on a appris ça, on sait que le gars est capverdien, il est résident légal en France, mais il a un casier long comme le bras. Je vais vous montrer le casier du bonhomme. C'est complètement surréaliste, mais surréaliste quoi. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder avec des gens comme ça en France? Qu'est-ce qu'on va s'emmerder avec des gens comme ça en France? Regardez. Donc, le parcours judiciaire du meurtrier capverdien. Violence, relâché, plus reste en situation régulière. Outrage, relâché, reste en situation régulière. Violence,
relâché, reste en situation régulière. Délit de fuite, relâché, reste en situation régulière. Conduite sans permis, relâché, reste en situation régulière. Violence, relâché, reste en situation régulière. À quel moment on dit que le gars, il n'a plus le droit d'être en France? À quel moment? Outrage sur PDAP, je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire. Relâché, reste en situation régulière. Rébellion, relâché, reste. Dites, les filles, je dis les filles parce que là, vous avez le symbole maintenant de nos magistrates. Les filles, c'est à quel moment que vous le mettez en prison? Je ne vous demande pas de le renvoyer chez lui parce que je sais bien que ça, c'est au-delà de votre imagination. Un mec, à partir du moment où il a mis un pied sur le sable de la plage française, on ne peut plus le renvoyer chez lui. Ça, on a bien compris. Ça, on a bien compris que c'était au-delà de votre pensée. Mais à quel moment vous le foutez en tôle? Rébellion, violence, relâché, reste en situation régulière. Vous avez vu la taille de ce casier judiciaire? Je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai rien sur mon casier judiciaire. Il est blanc. Complètement blanc. Et je pense que 99% des gens qui regardent cette vidéo, leur casier judiciaire est totalement blanc. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder avec des gens du Cap-Vert qui ont des trucs comme ça? Je suis désolé, je m'énerve dès le début de vidéo, mais je veux juste vous rappeler un truc que je trouve, moi, pas très rigolo. Hein? Voilà. Alors, est-ce qu'on est obligé de s'emmerder avec des gens comme ça? Donc, rébellion, relâché, reste en situation régulière. Violence, relâché, reste en situation régulière. Conduite en état d'ivresse. Bah, allons-y, on y va à mort. Relâché, reste en situation régulière. Refus d'obtempérer et homicide, eh ben, c'est en cours, mais à mon avis, on va finir sur une petite relaxe avec la reste en situation régulière. Peut-être que cette fois-ci, on va lui donner une stage de citoyenneté ou des travaux d'intérêt généraux. Bon, non, mais j'exagère sûrement, mais à mon avis, pas tant que ça. On verra bien. Parce que si vous voulez, le discours actuellement, un peu de notre intelligentsia, vous allez voir, il y a plusieurs discours, mais on va regarder l'intelligentsia politique, vous savez, ceux qui nous dirigent, les génies, les grands sages qui nous dirigent. Vous allez voir le discours qui commence à être mis en place. Donc, c'est Guillaume Fard qui va nous parler sur le migrant multi-condamné autorisé à rester en France. Et vous allez voir que ça y est, il y a la petite musique se met. Ah, c'est très triste. Ah oui, oh, le policier est mort. C'est très très triste, mais bah, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Je ne sais pas. La question se pose, multirécidiviste, délinquant étranger encore sur ce territoire. Certains se posent la question, est-ce qu'il aurait dû être expulsé? Il y a une loi immigration qui a été adoptée récemment. Est-ce qu'elle n'était pas supposée faciliter justement l'expulsion de certains profils comme celui-ci? Si, après, deux remarques. Bah, alors, je vais vous donner, excusez-moi, hein, je sais qu'il y a des gens qui râlent un peu parce que je coupe de temps en temps les vidéos. Moi, je vais vous donner mon avis. On accueille quelqu'un de manière légale. Il est rentré de manière légale, donc il rentre de manière légale. OK. Il fait une connerie, c'est à la porte. Moi, vous savez, quand j'ai un invité chez moi qui vient dans mon appartement, un invité, bon, bah, je le reçois bien, etc. À la limite, il fait tomber un verre sans le faire exprès. Je lui écoute, c'est pas très grave, tant pis, ça arrive. Par contre, s'il commence à aller attaquer ma bibliothèque à coups de pied ou à déchirer mes livres ou à prendre une batte de baseball pour péter mes assiettes, je vous garantis qu'il sort de chez moi et qu'il revient plus jamais. Et c'est exactement ce que je vois. Ou s'il vient se servir tout seul dans le frigo. C'est exactement ma pensée par rapport. Alors, c'est peut-être vieillot ce que je dis, c'est peut-être couillon, c'est peut-être. Voilà, ok, je m'emporte, je suis désolé, je m'emporte. Vous devriez me connaître depuis le temps. Mais, il n'empêche, un étranger qui rentre légalement en France, très bien. Un étranger rentré légalement en France qui fait une connerie, qui commet un délit ou un crime, c'est dehors. Tout de suite. Tout de suite. On s'emmerde pas. Mon gars, on t'a laissé entrer, tu trouves que tu peux faire des refus d'obtempérer ou de la violence? Ok, on s'est trompé, tu dégages. T'as pas compris visiblement les mœurs du pays, dégage. C'est simple. T'es chez moi,
T'es chez nous, tu te tiens à carreau. Moi, franchement, quand je vais dans un pays étranger, je fais pas de conneries. Même quand j'y vais comme touriste. Et vous non plus, je pense que quand vous allez dans un pays étranger, vous faites attention à respecter les lois du pays. Vous faites pas des grosses conneries. Parfois, vous pouvez faire une erreur, une bêtise. OK. Vous avez fait une erreur, vous avez fait une bêtise. Très bien, vous avez grillé un feu rouge. On va pas vous foutre dehors pour ça. OK. Par contre, un flic vous demande de vous arrêter, vous accélérez et vous évitez, vous refusez l'appel du flic. Bah, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui ont fait ça, parce que nous, ça nous arrivera jamais. Jamais. Quel que soit le pays où on est. Donc, je ne sais pas ce que dit la loi immigration, je pense que c'est un truc complètement nul, mais j'ai pas tellement suivi, mais ça a été censuré dans tous les sens. Mais je suis sûr d'une chose, moi, un mec qui rentre en France et qui fait volontairement une connerie, volontairement, il dégage. Voilà, point. T'as fait un délit, t'as commis un délit, t'as commis un crime, tu dégages. T'as plus rien à foutre chez moi. Et j'attends pas qu'il ait un casier long comme le bras et qu'il se mette à commettre des meurtres. Justement, l'expulsion de certains profils comme celui-ci? Si, après, deux remarques. Il a échappé à personne que cette loi qui a été votée était en très grande partie anticonstitutionnelle et de très nombreuses dispositions ont été censurées. C'est la première remarque. Et la seconde, c'est que, à titre personnel, je n'ai pas d'informations sur la situation de cet homme en particulier qui lui permettait de se maintenir sur le territoire national. Quelle est sa situation de famille? Mais je m'en branle. Excusez-moi, je suis vulgaire. Je m'en bats les steaks de sa situation de famille. J'en ai rien à faire. Je m'en fous. Je m'en fous. Il a rien à foutre dehors. C'est tout. Quel est son état de santé? Je m'en fous. Il peut être tétraplégique, j'en ai rien à battre. Il peut avoir un cancer phase terminale, je m'en fous. Il est venu en France. Il n'est pas français. Il est venu en France. Il a commis des délits dehors. Je me fous de son état de santé. Complètement. Alors peut-être pas vous, vous allez peut-être me trouver inhumain. Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je m'en bats complètement les steaks. Complètement les steaks. Quel est aussi l'état de ses réseaux personnels, amicaux, relationnels, politiques dans son pays d'origine? J'en sais rien. J'en ai rien à faire non plus. Si le Cap-Vert l'a condamné à mort, je m'en fous. Je m'en fous. C'est pas mon problème. On l'a accueilli gentiment, il a fait des conneries, il repart. Point. Si vous voulez rester, il se comportait bien. Et dans ce cas, il est resté. Vous voyez? Arrêtez de trouver des excuses aux criminels. Arrêtez. C'est ça qu'on supporte plus. Enfin, que moi, je supporte plus. Vous pouvez me dire le contraire dans les commentaires. Moi, c'est ça que je supporte plus. On cherche des excuses aux criminels. Je me fous de son état de santé. Je me fous si au Cap-Vert, il risque sa vie. J'en ai rien à faire. Rien. Moi, si je risquais ma vie en France et que je sois obligé d'aller dans un autre pays, je me conduirais nickel dans l'autre pays. Déjà, quand je risque pas ma vie en France et que je vais dans un pays, un autre pays, je me conduis nickel. Donc, si je risquais ma vie en France et que j'étais obligé de retrouver un refuge dans un autre pays, je me comporterais hyper bien. Mais comme vous tous, je suivrai la loi, je ferai attention. Je dis pas qu'un jour je grillerai pas un feu rouge, tout le monde fait une connerie, mais c'est pas la même chose, on est d'accord, de griller un feu rouge et puis d'avoir de la violence et puis d'avoir des refus d'obtempérer et puis d'avoir le casier judiciaire qu'a la conduite sans permis, les délits de fuite, les outrages, la rébellion. Enfin la vache. Donc je m'en fous de son état de santé, voilà, je m'en fous. Je m'en fous de ses relations au Cap-Vert. Rien à faire. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Il avait qu'à bien se contenir, se conduire. En clair, je ne sais pas s'il est menacé de mort dans son pays d'origine. Je ne sais pas s'il a des personnes à charge, notamment des enfants mineurs dont il est le seul à pourvoir aux besoins. Et je ne sais pas si... Oui, même les enfants mineurs.
même les enfants mineurs. Bon, ça me fait un tout petit peu hésiter, s'il y a des en mais tant pis. On lui dit: «Écoute, soit tu remballes tes enfants avec toi au Cap-Vert, soit à la limite, à l'extrême limite, l'État français les prend en charge. Mais à l'extrême limite, mais toi tu dégages, on veut plus te voir. Toi c'est fini. Au revoir. Bye bye. Bye bye». S'il est gravement malade et soigné. Je n'ai pas ces informations en toute Et le côté gravement malade, j'en ai rien à foutre. franchise. On a recherché plus d'informations au service police-justice de BFM TV sur son profil. On ne les a pas. Donc il y a un certain nombre de dispositions qui font que dans certains cas, un étranger peut être maintenu sur le territoire national. Même quand il a été condamné à de multiples. Même- Donc lui, c'est un consultant hein, de police-justice de BFM TV, mais vous allez voir, il y a un autre reportage de BFM TV que je vous ferai écouter, où grosso modo, c'est le petit saint. Le criminel, hein, c'est un petit saint vraiment très. En fait, il y a tout un discours qui est en train de se mettre en place chez nos élites qui est non, mais c'est un gentil garçon, non, mais c'est normal qu'il soit en France, non, mais tout va bien, bonnes gens, dormez, dormez tranquille. L'État macroniste veille sur vous et BFM vous donne de l'information. Dormez tranquille. C'est tout le message de BFM en ce moment. Même Plus quand il a reprise. été Peut-être pour ça qu'ils sont passés derrière CNews d'ailleurs. condamné, même quand il est fiché au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, ça peut arriver. On n'a pas de relation diplomatique avec l'Afghanistan, par exemple. J'en ai rien à foutre. Non, mais il faut être très clair. On n'a pas de relation diplomatique. Moi, j'en ai marre des excuses. Voilà. On n'a pas de relation diplomatique avec l'Afghanistan, donc on ne peut pas renvoyer les Afghans. Trouvez une solution. Arrêtez de me trouver des excuses. OK? On paye assez cher en impôts pour que l'État trouve des solutions. Donc les mecs, tu les parachutes s'il le faut au-dessus de l'Afghanistan. Tu trouves un pays qui veut bien les accueillir. J'en ai rien à faire. Tu trouves une solution, c'est tout. C'est tout ce que je veux. Voilà. Je veux plus d'excuses en fait. Moi, je ne veux plus d'excuses. Il y en a ras-le-bol. Terroriste, ça peut arriver. On n'a pas de relation diplomatique avec l'Afghanistan, par exemple. Bon, La Voilà, c'est le Syrie. Cap-Vert, hein, si j'ai bien bonne mémoire. Non, mais Donc voilà. On a eu, vous voyez, on a un discours qui commence. Ce que je vais vous dire, c'est que vous avez vu la sauvagerie du machin. On a derrière un discours médiatique et gouvernemental qui se met un peu en mode non, mais écoutez, dormez tranquille, c'est pas si grave. Et puis le gars, il était gentil, et puis il était capverdien. Vous savez, la vie est dure là-bas. Mais je m'en bats les steaks, monsieur. Moi. Je m'en fous. Je m'en fous. Et vous allez voir que, en fait, ce cas-là n'est pas unique. En fait, les gens qui font des refus d'obtempérer, hein, les casiers judiciaires façon capverdien, ce n'est pas unique. En principe, un refus d'obtempérer, tu devrais aller en tôle, mais ça n'arrive jamais. Jamais. Écoutez ce que disait l'avocate Sarah Sadman. Parle du refus d'obtempérer en nous disant il faut alourdir les peines. Les peines ont été alourdies en 2022. C'est passé à 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Ça, c'est 7 ans de prison si c'est aggravé, Sandra. oui, hors circonstances aggravantes. Mais la réalité, c'est qu'ils ne vont quasiment jamais en prison. Et quand ils passent devant la justice, quand on leur dit voilà, je regardais l'autre fois la jurisprudence, il y en a un qui a pris 8 mois avec sursis. Qu'est-ce qu'ils se disent dans sa tête? 8 mois avec sursis, je rentre à la maison, j'ai rien et donc je peux recommencer. C'est ça la réalité, Laurence. C'est qu'en fait, finalement, ces personnes-là n'ont pas peur de la sanction parce que la sanction, dans leur tête, c'est un sursis, c'est rien. Et quand ils vont en prison, parfois, il faut le dire, ça ne leur fait plus peur. Donc maintenant, que fait-on? On a Regardez regardez. Regardez les délits de fuite, les violences, les rébellions. Il y a jamais rien eu. Même conduite sans permis, il a rien. Il a rien du tout. Comment voulez-vous, que ce gars ait une seconde, peur de la justice française, peur de se retrouver en prison, peur de se faire arrêter. Tout le monde a compris qu'en fait, enfin tout le monde, non, ah non, pas vous, hein. Ah vous, non. Vous, je peux vous promettre que si, quand on vous dit de mettre un masque, vous ne le mettez pas, ça va être 125 €. Il y a des quartiers où on a le droit de le faire. Il y a aucun problème. Il y a des quartiers où on peut faire la fête, où on peut faire des manifestations pour Adama Traoré pendant que tout le monde est cloîtré chez lui ou obligé de porter un masque. Ça, il y a des endroits où on a le droit de le faire. Mais vous, si jamais vous osez
Vous osez faire quelque chose qui ne va pas, là, vous allez en prendre plein la tête. Mais regardez. Oui, oui, il n'y a jamais de sanction. Il n'y a jamais de sanction. On trouve toujours une excuse assez débile pour être relâché. Ce drame, quelle est la suite? Une marche blanche, une table ronde. Des hommages. Et que fait-on ensuite? Quelques tweets indignés et derrière, peut-être que ça va encore recommencer. Donc il Non, j'allais dire quelque chose et après je vais me faire attaquer pour, pour incitation à la haine. Donc je vais pas le dire. Je me tais. Mais enfin, faites pas de marche blanche si jamais un jour je me fais égorger ou je ne sais quoi. Faites pas de marche blanche. Je vous dis pas ce que vous devez faire pour éviter tout problème. faudrait cette fois-ci une réponse collective, forte, et pas que du blabla de pacotille de la part de nos politiques qui savent exactement ce qu'il faut faire. C'est une question, en réalité, idéologique. Si dès le premier refus d'obtempérer, on met la personne derrière les barreaux, croyez-moi, elle ne recommencera pas. Ou en tous les cas, beaucoup moins. Et ça me paraît clair. Tout à l'heure, on écoutera Charles Pratt. Charles Pratt, vous savez, qui est un ancien magistrat qui, voilà, qui vous dit voilà, ce qui se passe dans d'autres pays et comment ça se fait qu'ailleurs, on n'ait pas ce genre de problème et qu'on l'ait en France. Quoi. Bon, bah, vous allez voir, c'est relativement clair. Mais donc, grosso modo, notre problème, c'est un problème de multirécidivisme. J'ai su ça, moi, notamment en regardant Marc Vanguard. Vous savez, Marc Vandard, c'est un économiste, mais statisticien aussi, qui a énormément de statistiques. Et l'avantage, c'est qu'il a des statistiques sur l'ensemble de l'Europe. Toujours les mêmes. Les multirécidivistes sont au cœur du problème de l'insécurité. En Suède, 1% de la population est responsable de 63% des violences. 1% de la population est responsable de 63% des violences. C'est absolument dingue. Alors, moi, je vous mettrai le tweet de Vanguard et puis vous irez voir la source si vous ne me croyez pas, la source qu'il cite. L'avantage de Vanguard, c'est toujours sourcé et je n'ai jamais vu de notes de communauté qui aillent contre ce qu'ils disent. Donc, je pense qu'il est relativement, enfin, qu'il est extrêmement fiable comme bonhomme. Mais voyez, vous avez 1% de la population. En Suède, vous avez 1% de la population qui fait 63% des violences. Et en France, on voit que le refus d'obtempérer, c'est jamais condamné. Et que vous allez avoir, enfin, c'est jamais de la vraie prison, c'est 8 mois avec sursis, des choses comme ça. De toute manière, si vous êtes condamné, si un condamné est vraiment condamné à de la prison ferme, il y a 4 chances sur 10 qu'il n'aille jamais, qu'il n'exécute jamais sa peine. 4 chances sur 10 qu'il n'exécute jamais sa peine. Donc forcément, vous avez des gars comme ça qui viennent du Cap-Vert, qui viennent de je ne sais où, mais vous avez certainement des Français qui commettent des crimes, qui commettent des délits, mais qui voient que c'est jamais sanctionné. Et qui, au bout d'un moment, se disent, bon, pourquoi on s'embêterait? Vous savez, c'est ce que je vous disais hier sur le Maroc. J'ai fait une vidéo hier sur le Maroc, qui a très très bien marché d'ailleurs, dans laquelle on voit que les Marocains en ont ras la casquette, mais ras le bol des chances pour la France du 93. Ils les supportent plus. Les Marocains ne supportent plus les Franco-Marocains qui viennent du 93. Alors pourquoi je dis le 93? Parce que c'est ce que dit une des vidéos que j'ai passées. C'est un Marocain qui, vous les jeunes de banlieue du 93, il y en a ras le bol. Et ils ne les supportent plus parce que c'est à chaque fois des incivilités, de la criminalité, etc. Et du coup, le Maroc a arrêté 93 de ces gars, a mis 25, a confisqué 25 véhicules, et les 93 gars, le Maroc les a arrêtés, et hop, direct en France. Ils les ont virés. Ils ne passent pas des années à réfléchir à est-ce qu'on va faire une OQTF, est-ce qu'il a bien 40 recours possibles, et est-ce que, en fin de compte, on va pouvoir exécuter un jour ou l'autre cette OQTF. Non, ça s'est passé cet été, les 93 ont été arrêtés et paf, direct vers la France. C'est réglé. Et nous, c'est parce qu'on n'ose pas régler ces problèmes-là qu'on se retrouve avec des multirécidivistes qui sont responsables de l'immense majorité des violences. La solution, c'est d'ouvrir des prisons et d'être
hard. Vous allez voir les solutions, par exemple, que donne Charles Pratt tout à l'heure. C'est pas rigolo, mais on s'en fout. On s'en fout. Voilà, faut le dire à un moment. Alors, l'autre chose qui m'a énormément, moi, touché, c'est le discours de la veuve, quoi. Hein, on m'a tué mon mari. La veuve qui fait un discours hyper touchant. On va l'écouter, ça dure 3 minutes, mais je pense que c'est important parce que vraiment, voilà. Je remercie notre France d'avoir tué mon tendre époux, que j'aime tant, le père de nos enfants. Attention, je ne parle pas d'étrangers, mais de récidivistes. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. C'est touchant quand même. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment? Pourquoi? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis? Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite, et j'en passe. 1981 n'aurait jamais dû exister. 1981 n'aurait jamais dû exister. Quelle est la suite pour ce meurtrier? Déferment immédiat, en attente de jugement. 3 repas chauds par jour, aide sociale dans les geôles, là où les retraités qui ont cotisé toute leur vie de leurs travailleurs doivent potentiellement retravailler pour avoir 3 repas chauds par jour. Puis réduction de la peine pour bonne conduite, liberté. Il recommence. Et nous alors? Plus de fils pour mes beaux-parents, qui est aussi un retraité de la gendarmerie. Plus de frères, parce qu'il a une sœur qui l'aimait et qu'elle aime aussi. Plus de papa, plus de mari, mais nous par contre on a pris à perpétuité. Ouais. Je suis désolé, mais je trouve ça hyper émouvant. On va essayer de se reprendre, mais je trouve ça hyper émouvant. Et c'est vrai que cette dame, elle prend à perpétuité et que surtout, c'est évitable. C'est ça qui est horrible. Je suis d'accord avec Laurent Burton qui dit bravo pour ce discours clair et courageux contre les pressions des autorités, le poids des lâchetés complices. Mais je suis d'accord. Je pense, vous savez, je vous ai mis en question probablement dans la partie communauté. Est-ce que vous pensez que la France est responsable à tuer le mari, le gendarme de Mougins? Et moi, je le pense, oui, je pense que effectivement, la France, alors la France, pas les Français, vous voyez, mais nos présidents, nos ministres de l'Intérieur, nos ministres de la Justice, nos juges sont responsables de ce crime. Ils sont responsables. C'est eux qui par leur lâcheté, qui par leur envie d'excuser l'inexcusable, et c'est vrai, c'est 81 qui a créé ça. Leur envie d'excuser l'inexcusable, ces gens-là conduisent notre pays, mais à la catastrophe, quoi. C'est impressionnant. Je vais vous passer un petit peu Charlotte Dornelas, qui, je trouve, a une très bonne vision des choses comme souvent. Mais je pense qu'il y a une chose particulière chez cette femme, parce qu'on entend dans ce qu'elle dit, et notamment cette phrase « nous, on a pris perpétuité », qu'on retrouve dans la bouche de absolument toutes les victimes qui
finissent par prendre la parole. Mais ces victimes, elles prennent la parole quand elles commencent à comprendre le calvaire judiciaire dans lequel elles sont entrées, quand elles commencent à découvrir l'accumulation de différents droits non essentiels, on va dire, qui sont accumulés dans la procédure, quand ils commencent à découvrir que le contradictoire s'est complètement perdu du côté de l'accusé au détriment de la victime. Elle est femme depuis des années d'un gendarme. Un gendarme qui connaît ça par cœur. Un gendarme qui, probablement, le soir, en arrivant chez lui, a raconté à sa femme toutes ces familles de victimes qu'il essaye d'accompagner et qui vivent exactement ce qu'elle vient de reconnaître dans sa chair. Donc elle sait beaucoup plus rapidement que d'autres parce qu'elle probablement qu'elle a eu tout le récit. Elle évoque la question de la procédure. Elle évoque, et 1981, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau politique, 1981, outre la question de la peine de mort, est un véritable basculement dans la conception de la justice. C'est l'arrivée au pouvoir, 1981, d'une révolution dans la manière de concevoir la justice. Punir devient un problème, devient un facteur criminogène, et il faut désormais accompagner, expliquer, voire excuser, donner une seconde chance. C'est une véritable révolution, et on aurait tort de se focaliser sur la question seule de la peine de mort. Je ne sais pas si elle a voulu parler de ça ou pas, mais pour ne pas voir cette révolution qui pourrait nous faire réfléchir quand même. Moi, je suis assez d'accord avec Charles Dornelas. Je ne sais pas s'il faut remettre la peine de mort, parce que moi, je suis généralement contre la peine de mort, parce que pour une raison simple, c'est que si vous vous trompez, si la justice se plante, eh ben, voilà, vous ne collez pas les têtes. Et moi, j'ai vu, et probablement certains d'entre vous aussi, des erreurs judiciaires retrouvées. Je crois que c'est Patrick Dils, si je me rappelle bien, le nom d'un jeune qui a été incarcéré pendant 17 ans. 17 ans de prison pour avoir tué 2 enfants. Il a jamais si je crois qu'en fait, il a été incarcéré parce qu'au tout début, il avouait, mais ses aveux n'étaient pas clairs et quoi qu'il en soit, il a pris 17 ans. Il se retrouve, en prison pendant 17 ans et au bout de 17 ans, on s'aperçoit que le criminel, c'est probablement pas lui, c'est Francis Holm, un tueur en série français connu qui était sur les lieux à ce moment-là. Et tout indique que c'est Francis Holm qui a commis le meurtre. Et donc, à ce moment-là, Dils, on le rejuge, et le jury populaire dit, bah, on le relâche, en fait, on n'est pas du tout sûr que ce soit lui. Et donc, on a, vous voyez, si on avait condamné Patrick Dils comme on aurait dû à la peine de mort et qu'on lui avait coupé la tête, bah, 17 ans après, on n'aurait pas pu faire grand-chose, quoi. C'était la fin. Donc, pour ça que je ne suis pas pour la condamnation à mort. Mais je suis d'accord avec Charlotte Dornelas, c'est en 81 qu'on s'est mis à excuser l'inexcusable. En 81 qu'on s'est mis à vouloir excuser les criminels, les gens comme ça. Moi, je ne vois pas pourquoi. Je ne suis pas responsable de la criminalité des autres. Je n'ai pas à les excuser. Ils font une connerie, ils font une connerie. Ils doivent payer pour ça. Je ne dis pas que tout le monde doit se retrouver au bagne. Il y a une gradation dans le mal qu'ils font aux gens. Et en fonction du mal qu'ils font aux gens, ils se retrouvent plus ou moins punis. Mais il n'y a pas à les excuser. Et cette culture de l'excuse, je pense que ça mène aujourd'hui à là où on en est. Ça amène à des actes comme il y a eu. Et à Mougins. Et je pense que maintenant, les gens en ont marre. On en a ras-le-bol. C'est-à-dire qu'avant, personne n'osait trop dire quoi que ce soit. Ça restait, on ne voulait pas se faire traiter de facho, hein. Donc personne n'osait trop dire quoi que ce soit. Et puis maintenant, les gens en ont ras-le-bol. Ils commencent à en avoir réellement ras-le-bol. Je vais vous faire écouter encore une vidéo. Il y a beaucoup de vidéos, je sais, mais bon, généralement, vous aimez bien ça. Et mais voilà, la femme du gendarme, on n'aurait jamais entendu ça il y a encore quelques années. Elle aurait fermé sa bouche, dit qu'elle était triste pour son mari, remercié le ministre et on aurait fait la marche blanche, mis 2-3 oursons et ça aurait été terminé, on aurait attendu le prochain drame. Là, pour la première fois, elle parle, elle ouvre sa bouche, je trouve qu'elle a bien fait d'ouvrir sa bouche, vous me direz dans les commentaires si vous le trouvez aussi. Et je pense que parce que la population en a marre. Je pense qu'on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol. On va écouter ce que dit Vincent Roy là-dessus. La France a tué mon mari, je pense que voilà, elle a dit
tout ce qu'il y avait à dire, même si effectivement c'est pas très agréable à entendre. Mais enfin, ça fait quand même des mois que j'entends que la police tue, non? C'est pas la police qui tue là. La police, elle a tué personne. C'est la police qui... En l'occurrence, ça c'est la gendarmerie, même. Oui. Enfin, dans la formule de Mélenchon, Bien sûr, il y a police, gendarmerie, il y a l'ordre de manière générale. Donc moi, je veux bien entendre quand vous me dites, et vous avez raison sans doute, quand vous me dites que vous avez fait de la sécurité une priorité au Parti communiste. Mais enfin... Le Parti communiste qui a fait de la sécurité sa priorité. Vous savez, j'entends, moi j'ai bien vu quelques membres de la France insoumise, etc., commencer à présenter leurs condoléances pour le gendarme qui a été écrasé. J'ai dit policier, je suis désolé. Bon. Mais j'ai vu quelques tweets de la France insoumise qui présentent leurs condoléances, enfin uniquement les officiels de la France insoumise, parce que les autres, c'est plutôt dégueulasse ce qu'ils écrivent, on verra ça tout à l'heure, mais les officiels présentent leurs condoléances. Bon, alors, pas un mot, évidemment, sur le fait que le gars, on peut se demander pourquoi il est encore là. Et là, le Parti communiste, le mec à chignon. Je supporte pas les hommes à chignon, hein. Mais je sais que j'ai un neveu qui aime bien, qui commence à porter le chignon, ça m'énerve beaucoup. Mais bon, excusez-moi. Mais le Parti communiste qui dit qu'il fait de la sécurité sa priorité, faut arrêter de nous prendre pour des couillons. Faut arrêter de nous prendre. Ils font ça pour essayer de récupérer quelques voix aux prochaines élections parce qu'ils ont vu que le Rassemblement national leur avait piqué tous les ouvriers, tous les gens qui habitent dans des banlieues et qui ne sont pas musulmans, et que du coup, s'ils veulent continuer à avoir des électeurs, il faut essayer de dire que eux aussi ils sont pour la sécurité, mais il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Vous avez raison, sans doute, quand vous me dites que vous avez fait de la sécurité une priorité au Parti communiste. Mais enfin, vous êtes allé à la soupe du NFP aux côtés de quelqu'un qui dit « la police tue ». Donc, comment voulez-vous être crédible sur ces questions? Non, je pense que c'est cette dame qui a raison. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça va chauffer parce que les drames comme ceux-ci se multiplient, que la colère des Français gronde et qu'un jour, elle va véritablement s'exprimer, d'abord dans les urnes et peut-être après dans la rue ou l'inverse. Mais il y a un moment où il va se passer quelque chose parce que c'est intolérable. Et pendant ce temps-là, comme rien n'est fait, ni par le gouvernement actuel, puisque les questions de sécurité et d'immigration, qui ont été au cœur des préoccupations des Français, ne sont pas écoutées. Les Français n'ont pas l'oreille de l'exécutif, ou en tous les cas ne l'ont plus. Évidemment, on ne pourra pas s'étonner de voir mécaniquement monter le Rassemblement national. Ça, c'est vrai que c'est merveilleux. Le Rassemblement national et ses alliés ont fait 11 millions de voix. 11 millions de voix. Le Rassemblement national tout seul, 10. Et avec ses alliés, 11 millions de voix lors des élections législatives. Deuxième tour des élections législatives. Le NFP en a fait 7 millions. C'est-à-dire que le Rassemblement national est 50% au-dessus du NFP en nombre de voix. Pas en siège, mais en nombre de voix. Et tout ce que l'on entend matin, midi et soir de la part de nos politiques, c'est qu'il faut soit un ministre centriste, macroniste, soit un ministre d'extrême gauche parce que la France pencherait à gauche. Mais pas du tout. Il y a un moment, mais vous savez, je ne sais plus qui disait élection piège à con, je crois que c'était l'autre bord politique, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Alors, Charles Pratt, lui, a une solution. Donc, vous savez, Charles Pratt, c'est un ancien magistrat. Et lui, il a une solution sur les refus d'obtempérer pour régler le problème, quoi. Bonjour à tous. Cette vidéo pour vous faire part de mon indignation et évidemment devant le meurtre qui a frappé ce pauvre gendarme lundi à Mougins et toute l'émotion qu'on peut ressentir à la réaction de sa veuve et mère de ses 2 enfants qui est intervenue aujourd'hui et qui a dit avec des mots très simples tout ce que nous pouvions tous ressentir. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses
évolue vraiment et pour répondre à cette multiplication des refus d'obtempérer criminels qui aboutissent souvent, malheureusement, aux blessures graves ou à la mort de nos policiers et de nos gendarmes. Eh bien, écoutez, il y a des pays dans lesquels, comme par hasard, il y a moins de refus d'obtempérer. Ce sont les pays dans lesquels les forces de l'ordre ont le droit de faire usage de leurs armes face à des refus d'obtempérer. Eh bien, il faudra très rapidement prendre une mesure législative qui autorise les policiers, les gendarmes, les douaniers à faire usage des armes lorsqu'ils sont confrontés à un refus d'obtempérer. Et croyez-moi, le jour où tous ces petits délinquants, toutes ces petites frappes sauront que s'ils commettent ce type d'infraction et mettent en danger la vie de nos policiers et de nos gendarmes, les policiers et les gendarmes pourront ouvrir le feu. Croyez-moi, il n'y aura plus de refus d'obtempérer, et en tout cas, il y en aura beaucoup moins. Et je pense que c'est ce vers quoi nous devons tendre. Samedi prochain, à la rentrée politique de la droite avec Éric Ciotti, je rencontrerai nos parlementaires de notre groupe. Je leur ferai part de cette proposition, et je pense qu'il va être très intéressant de déposer une proposition de loi pour faire évoluer tout simplement les règles d'ouverture du feu des policiers, des gendarmes et des douaniers, pour sécuriser nos forces de l'ordre, pour qu'enfin elles puissent se défendre et ne pas avoir peur d'être elles-mêmes en justice et condamnées lorsque elles font usage de leurs armes dans des conditions en réalité tout à fait normales pour se défendre et pour nous défendre. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut laisser les policiers utiliser leurs armes pour se défendre et nous défendre? Ou est-ce que vous avez peur que ça devienne des Naël à répétition, quoi, bon, non, je ne vais pas rentrer dans l'affaire Naël parce que là, là, j'ai compliqué, mais moi, je trouve que, voilà, quelqu'un qui est plus ou moins mêlé à des trafics de stupéfiants, qui roule dans une énorme BM à des vitesses absolument folles à l'intérieur d'une ville et qui n'a pas de permis, si je me rappelle bien, et qui, en plus, essaie de faire un refus d'obtempérer, faut pas s'étonner que ça tourne mal. Mais, donc je ferme vite la parenthèse Naël, je veux surtout pas de... Mais est-ce que vous pensez qu'il faut ce truc-là? Et puis tant pis s'il y a des affaires Naël, après tout, tant pis. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est des criminels. Si un criminel se fait tirer dessus, bah, il se fait tirer dessus. C'est comme ça nous arrivera jamais. Encore une fois, ça ne nous arrivera jamais. Parce que nous, quand un flic nous dit de nous arrêter, on lui roule pas dessus. Vous voyez? Et donc, voilà, ça arrivera jamais aux honnêtes gens parce qu'ils roulent pas sur les flics. Voilà, c'est simple. Moi, je n'ai pas été contrôlé souvent, mais j'ai été contrôlé 2-3 fois. Bah, je me suis même jamais posé la question de est-ce que je m'arrête ou pas. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce qu'il y a une gauche, elle. Alors, je vous ai parlé excusez-moi. Je vous ai parlé de députés insoumis qui disent qu'ils sont désolés. Bon, c'est un petit tweet rapide qu'ils font, mais qui présentent leurs condoléances à la veuve. Ça, c'est pour la surface parce qu'ils en ont marre qu'on dise, comme ils ont aussi fait des petits tweets rapides lors de l'incendie de la synagogue, en disant c'est honteux d'attaquer les juifs. Voilà, petit tweet rapide parce qu'ils en ont marre qu'on dise qu'ils sont antisémites et qu'en plus ils sont contre la police. Voilà, il y a une question un peu électorale là-dedans. Il faut qu'on ait une image un peu plus lisse quand même pour pouvoir séduire à nouveau un certain électorat. Bon, ça durera ce que ça durera, on verra bien, c'est Mélenchon qui décidera. Mais le reste des insoumis, de la gauchiasserie, a été absolument, mais absolument abject avec cette veuve. Absolument abject avec cette veuve. Je vais vous repasser rapidement le discours de la veuve pour que vous l'ayez en tête et je vais vous montrer après ce qu'ont dit ces ordures. Je vous laisse écouter le discours de la veuve rapidement pour que vous l'ayez bien en tête parce que moi je le trouve extrêmement émouvant. Je vais vous montrer, avant tout, non pardon, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Je vais vous faire passer le discours de la veuve parce que moi je le trouve extrêmement émouvant et je vais vous montrer ce que ces ordures écrivent. Donc là c'est l'accident. Enfin l'accident, non, le crime.
Parce que quand on en est là, on n'est pas sur de l'accès. Voilà. Là, c'est le crime. Regardez un peu là. Et ils freinent pas. Il n'y a pas un coup de frein, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Je vais vous passer rapidement le discours de la... Je remercie notre France d'avoir tué mon tendre époux. Pardon, excusez-moi. Que j'aime tant. Le père de nos enfants. Attention, je ne parle pas d'étrangers, mais de récidivistes. Je l'affirme haut et fort. La France a tué mon mari. La France a tué mon mari. Le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment? Pourquoi? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis? Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite, et j'en passe. 1981 n'aurait jamais dû exister. 1981 n'aurait jamais dû exister. Quelle est la suite pour ce meurtrier? Déferment immédiat, en attente de jugement. 3 repas chauds par jour, aide sociale dans les geôles. Là où les retraités qui ont cotisé toute leur vie de leurs travailleurs doivent potentiellement retravailler pour avoir 3 repas chauds par jour. Puis réduction de la peine pour bonne conduite, liberté. Il recommence. Et nous alors? Plus de fils pour mes beaux-parents, qui est aussi un retraité de la gendarmerie. Plus de frères, parce qu'il a une sœur qui l'aimait et qu'elle aime aussi. Plus de papa, plus de mari, mais nous par contre on a pris à perpétuité. Ouais. Pardon. Voilà les réflexions que donne derrière la gauchiasserie. Famille de gros faf, qu'elle le rejoigne vite fait, cette salope. Le problème, si je parle, c'est que je vais être fiché S. J'espère qu'elle meurt aussi, cette truie. Elle va repartir avec 100 000 € de cagnotte et un hommage national. Quand c'est des prolos immigrés dans les banlieues, ça dit rien. Tant mieux, ça en fait un de moins. ACAB inclut cette vieille meuf. Inclut leur vieille meuf. La France devrait t'exiler sur une île avec un cancer de l'estomac. C'était une famille de gros faf, quoi. Aucune pitié, qu'elle le rejoigne vite fait, cette salope. Voilà les commentaires que certaines personnes, qui souvent ont le drapeau palestinien, je ne sais pas si vous avez remarqué, que certaines personnes font sur le discours de cette dame. C'est indigne. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement, je trouve ça totalement indigne. Totalement indigne. Regardez aussi là un autre, alors qui n'a pas eu le courage, qui n'a pas eu les coronesses de laisser son tweet. Mais c'est pas grave, Internet oublie rarement. Ça y est, elle a perdu son mari et elle est prête à écrire le second volet de Mein Kampf. Où est-ce que dans son discours, vous avez entendu quelque chose de raciste? Alors, Ray n'a pas eu les coronesses de garder son tweet, il l'a supprimé après parce qu'il s'est pris une shitstorm quand même. Que les gens en ont marre. En ont ras la bol. Mais vous avez malgré tout
BFM, vous savez, je vous disais, donc ça, c'est, vous savez, vous avez le cas un peu ardos, le cas un peu ardos que je vous ai montré, des militants, votants, etc., extrême gauche. Ça, c'est les commentaires qu'ils ont mis sous le discours de la femme du gendarme. Vous avez quelques... Et puis, vous avez BFM. Je vous ai dit que je reviendrai avec un deuxième article de BFM. Pour BFM, en fait, le Cap-Verdien, c'est quelqu'un de gentil. Vous allez voir, c'est quelqu'un de gentil, d'adorable. Le voisin parfait, disent des sources anonymes. Ah, vous ne les verrez pas, les sources. Ah non, vous ne les verrez pas. Mais le discours, vous savez, de BFM, celui que je vous ai fait écouter tout à l'heure, c'est « Mais on ne sait pas, cet homme est peut-être en danger de mort au Cap-Vert, on ne sait pas, il est peut-être malade. On ne sait pas, on ne peut pas juger. On ne peut pas juger. » Et là, BFM va encore plus loin. Non seulement, oh oui, il est peut-être malade, on ne peut pas juger. Mais en plus, il est très gentil. C'est un homme extrêmement gentil, serviable, quelqu'un d'adorable. Nous disent des sources qu'on ne peut pas vous montrer. Dormez tranquille, bien, braves gens. Dormez tranquille, braves gens. L'État veille sur vous et BFM vous informe. En direct de Cannes, vous avez rencontré des proches de ce suspect. Quel homme vous ont-ils décrit ? Oui, exactement. Nous avons échangé notamment avec des voisins et des amis proches du suspect et tous décrivent un homme discret, gentil et travailleur. Ils sont évidemment... Alors, l'homme discret, gentil et travailleur, ma grande, il a quand même ça comme casier judiciaire. Je trouve 1, 2, 3, 4 cas de violence. Moi, je dirais que c'est quand vous commencez à avoir 4 cas de violence, le côté gentil, discret et travailleur est suspect. Je vois outrage, je vois délit de fuite. A priori, gentil et travailleur, c'est étonnant. Rébellion. J'ai jamais vu quelqu'un de gentil se rebeller. Mais BFM vous le garantit. Cet homme est discret, gentil et travailleur. Croyez-les, c'est la télé. C'est la télé, ils ne peuvent pas mentir. C'est des journalistes. Vous ont-ils décrit ? Oui, exactement. Nous avons échangé notamment avec des voisins et des amis proches du suspect et tous décrivent un homme discret, gentil et travailleur. Ils sont évidemment très choqués par ce qu'il s'est passé. Et avec Mathieu Le Peigny, on peut vous le confirmer, hein, dans le quartier où habitait le suspect, nous y étions ce matin, il y a encore beaucoup d'émotions et beaucoup de tristesse. Alors c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent autour de son alcoolémie ce soir-là et ses proches nous l'ont confié. Hein, s'il s'avère qu'il a bu ce soir-là, eh bien, il a commis une grave erreur, nous disent-ils. Je vous propose de les écouter. Mais même s'il n'a pas bu, il a écrasé quelqu'un. Même s'il n'a pas bu, il a commis une grave erreur. Il a écrasé quelqu'un, nom d'un chien. En quoi le fait d'avoir bu, c'est plus grave? Au micro de Mathieu Le Peigny. Ça peut être que dû à l'alcool. Il s'est pas levé un matin et dire aujourd'hui je vais aller écraser un gendarme. C'était un gars respectueux, c'était un gars simple. Alors, respectueux et simple. Ok, respectueux et simple. Violence, outrage, violence, délit de fuite, conduite sans permis, violence, outrage, rébellion, violence. Respectueux? Respectueux? Vraiment avec des outrages et des violences partout? Vous nous prenez pour des cons à quel point, BFM? À quel niveau? Voilà, il aidait ses parents, il vivait comme tout le monde, quoi. Un banal citoyen. Hein. C'était ni une racaille, ni quoi que ce soit. Hein. Donc c'est pas une racaille. Un mec comme ça, c'est un banal citoyen, c'est pas une racaille. Lequel d'entre vous, mais dites-le moi dans les commentaires, lequel d'entre vous a ça sur son casier judiciaire? Parce que moi, je considère être un banal citoyen. J'ai rien sur mon casier judiciaire, rien du tout.
Donc lequel d'entre vous, banal citoyen, a tout ça sur son casier judiciaire? Est-ce qu'on nous prend vraiment pour des couillons? Mais après, de l'autre côté, je suis choqué. Comment il a pu l'écraser et le tuer? Ça fait mal au cœur pour sa famille, pour sa femme, lui. Mais il n'était pas dans un état normal. Je dis plutôt que c'est l'alcool parce que je le connais, moi. Il n'aurait jamais fait ça. Il n'aurait jamais écrasé un policier. Je rappelle. Vous voyez, si le mec, il avait zéro, il avait rien sur son casier judiciaire, si son casier judiciaire est aussi vierge que le mien, on pourrait se dire, effectivement, il a pris de l'alcool, il était complètement bourré. Bon, c'est une très, très grave connerie. Mais voilà. C'est pas vrai. C'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Un terrible accident, hein. C'est d'ailleurs la mère du suspect qui est intervenue pour lui dire d'aller se rendre et d'assumer les conséquences de ses actes. Ici à Cannes, à 17h, un hommage sera rendu au gendarme Éric Comines. Voilà. Et donc, ça va finir avec une marche blanche, avec des oursons, avec une petite dame, vous savez, avec sa boîte à musique. Parlez-moi d'amour. Ça va finir comme ça. Jusqu'au prochain. Et à ce moment-là, on aura de nouveau quelqu'un de calme, d'extrêmement gentil, de tout à fait intégré, qui va écrabouiller quelqu'un d'autre, ou qui va égorger des enfants, ou ce genre de choses qui arrivent qu'avec des gens calmes, gentils et extrêmement intégrés. Alors, et vous allez voir que la gauche, la gaucherie, elle, mais n'hésite pas. C'est-à-dire que, bon, vous avez BFM, etc., avec ses discours. Et puis, vous avez des gens comme ce gars-là, dont je ne me rappelle jamais le nom, Vivien Pillot, qui va nous expliquer que, oui, on va quand même pas changer la loi pour ça, quoi. C'est pas... Hein, c'est un fait divers un peu grave. Voilà, pas changer les choses. Notre République, elle est assise sur des principes. Ces principes, parfois, ils sont compliqués à tenir lorsque on a des situations qui sont aussi violentes, aussi abominables que ce qui s'est passé avec l'adjuvant Comines. J'ai entendu les paroles de sa veuve éplorée. Elle a tout à fait le droit de tenir ses propos. Ses propos sont ultra violents. Et c'est pour ça que... Ce qui est ultra violent, mon petit lapin, c'est ça. Ça, oui, ça, c'est ultra violent. Voilà, ça, c'est ultra violent. Et des propos, c'est pas ultra violent. Je comprends aussi même que David Lisnard dise il ne m'appartient pas de commenter ce qu'elle a dit. Il faut faire attention à derrière, comme vous l'avez fait Tuc Dual, dire il faudrait peut-être changer la loi, etc. On ne peut pas changer une loi parce qu'il est arrivé sur le territoire un fait divers aussi abominable soit-il. Précisément parce que la République doit tenir sur ses principes. Notre République... Vous l'avez entendu, le petit gaucho. Le problème, c'est qu'il ne disait pas du tout ça, hein, avec Naël. Donc, le même, Pablo Pio-Vivien, c'est pas Vivien son prénom, Pablo Pio-Vivien, abrogeons le permis de tuer des policiers pour éviter d'autres morts comme Naël. Et il faisait tourner une pétition, le petit bonhomme. Parce qu'il y a des faits divers qui sont plus graves que d'autres. Il y a des faits divers qui sont avec la bonne victime et le bon méchant. Seulement, quand les rôles sont inversés, là, non, on peut rien toucher. Non, ça me gêne beaucoup. Voilà, Pablo, il a l'émotion, il a l'émotion qui change avec la victime et le coupable. Hein. Et d'ailleurs, le grand Pablo, il était même allé beaucoup plus loin, parce que Pablo, non seulement il soutenait cette pétition, mais cette pétition de l'antipolice Amal Bentoussi, dont le collectif présentait un islamiste pro-Daesh, agresseur de policiers en victime. Hein, donc Pablo, il avait soutenu cette pétition, mais cette pétition, ça présentait ce monsieur comme une victime
de nos méchants flics. Seulement voilà, ce monsieur, c'est juste quelqu'un, un islamiste pro-Daesh, qui avait agressé des policiers au cri de « Allah Akbar ». Donc il s'était fait abattre. Voilà. Voilà le genre de gens que soutient nos beaux gauchistes, au lieu d'aller soutenir des policiers qui font leur boulot et qui se font écrabouiller par des multirécidivistes. Bah, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, il y a une vidéo, j'hésite à vous la mettre, parce qu'il est extrême, ce bonhomme, est vraiment, vraiment extrême. Et je pense que voilà, c'est très, 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 très limite ce qu'il raconte. Donc je reprends pas tout ce qu'il dit à mon encontre, je reprends pas tous les propos qu'il dit, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Je vais vous le faire écouter. C'est un putain de scandale, une honte nationale. Et ce sont ces gauchistes de LFI et leurs sbires qui en sont les architectes. Un gendarme, un père de famille de 52 ans, abattu en pleine mission, fauché par une racaille multirécidiviste, et tout ce que ces connards trouvent à dire, c'est « Oh quel drame, quel hommage nous rendons à sa famille ». Mais ferme ta gueule. Ils passent leur temps à vomir sur les flics, à les traiter de tous les noms, à les accuser de violence, de racisme, et j'en passe. Et là, quand un gendarme crève, ils osent faire semblant d'être émus, hypocrites jusqu'à l'os. Ces mêmes personnes qui te chialent une rivière quand un criminel se fait tirer dessus en pleine action par un flic qui fait son boulot, sont ceux qui gueulent le plus fort pour qu'on relâche cette racaille dans les rues. Ils réclament des enquêtes, des sanctions contre la police, des manifestations pour protéger ces victimes de la brutalité policière. Mais où est leur putain de compassion quand un flic se fait massacrer comme ce pauvre gars? Nulle part. Ils ferment leur sale gueule, ils n'ont rien à dire. Pourquoi ? Parce que ça ne cadre pas avec leur putain de narratif. Les Marcel, les Ilan Gabet et leur pourriture de députés comme les Louis Boyard et les Delo. Alors, juste, je ne reprends pas le terme pourriture de députés. Des exemples parmi tant d'autres, des déchets de notre société qui viennent ouvrir leur grande gueule et nous donner des leçons de démocratie, on vous regarde, sachez-le. Des électeurs de ces enfoirés de LFI et compagnie, ces petits merdeux qui passent leur temps à insulter les forces de l'ordre sur Twitter, à les accuser de tous les maux, mais qui soudainement deviennent muets comme des tombes, dès qu'un de leurs petits anges tue un flic. Là, plus rien, pas un mot, pas un tweet. Par contre, attends que la prochaine racaille se fasse buter en pleine agression, et ça va hurler à la bavure, ça va foutre le feu à tout un quartier. Ces connards déclenchent des émeutes pour des délinquants, et la France est censée les écouter? Et le pire dans tout ça, c'est que ces mêmes pourritures prétendent pouvoir gouverner le pays. Mais merde, regardez où leur idéologie nous mène. Des flics qui meurent dans l'exercice de leurs fonctions, tués par des racailles qu'on laisse libres grâce à cette justice de merde qu'ils défendent. Si c'était le flic qui avait tué le chauffard, il serait déjà en tôle, traité comme un criminel, et ces putains de gauchistes lui cracheraient dessus sans la moindre hésitation. Mais là, comme c'est un flic qui est mort, silence radio. Et voilà ce qui se passe quand on laisse ces idéologies prendre racine. On glorifie les délinquants, on dénigre les forces de l'ordre, et à la fin, c'est un père de famille qui ne rentrera jamais chez lui. Les seules émeutes que j'aimerais voir, c'est celles qui demanderaient justice pour les policiers et les gendarmes qu'on sacrifie sur l'autel de cette tolérance dégénérée. Mais non, à la place, on protège les racailles, on les chouchoute, et on laisse les vrais héros tomber, seuls, dans l'oubli. Ces gens-là, avec leurs idées à la con, sont en train de détruire ce pays et ils ont le culot de se dire prêts à gouverner. Mais si on leur laissait vraiment les rênes, c'est la fin de toute loi, la fin de toute sécurité. La France deviendrait un champ de bataille où les flics devraient demander la permission pour respirer. C'est ça qu'ils veulent? Qu'ils aillent tous au diable. Ils ne méritent ni respect, ni écoute, parce qu'à force de défendre les criminels, ils se rendent complices de ces crimes. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Les électeurs de ces pourritures de LFI et des autres partis de gauche, vous êtes la lie de la société, des parasites hypocrites qui se cachent derrière des discours de justice sociale pour justifier vos idéaux pourris. Vous crachez sur les flics, mais dès qu'un des vôtres, une saloperie de racaille, écrase un gendarme, vous fermez vos sales gueules. Vous êtes là, planqués derrière vos écrans, à applaudir des criminels, à les défendre quand ils violent la loi. Mais où est votre putain de morale quand un père de famille de 52 ans, un homme qui a dédié sa vie à protéger des enfoirés comme vous, se fait massacrer? Nulle part. Vous êtes des déchets, des hypocrites qui n'ont aucune dignité, aucun honneur. Vous n'êtes que des cafards qui n'osent sortir que quand il fait sombre, prêts à profiter du chaos pour avancer vos agendas pourris. Vous êtes la honte de ce pays, et vous osez prétendre que vous avez les solutions pour la France?
Mais putain, si on vous laissait gouverner, il n'y aurait plus de loi, plus de justice, juste un bordel complet où les criminels seraient rois. Vous êtes des lâches qui méritent tout le mépris du monde. La seule chose que vous savez faire, c'est hurler avec la meute, détruire tout ce qui a encore un peu de sens dans cette société. Mais quand vient le moment de défendre ceux qui risquent leur vie pour vous protéger, vous vous défilez comme les petites merdes que vous êtes. Vous ne méritez ni respect, ni même l'ombre d'une considération. Vous êtes le cancer de cette société, et croyez-moi, quand le prochain délinquant se fera abattre par un flic, je serai là pour rappeler à tout le monde que ce n'est que justice, que c'est ce qu'il aurait mérité bien avant, et que votre opinion ne vaut rien. Vous êtes des ennemis de la sécurité, de la loi, et surtout des putains d'hypocrites qui finiraient bien par détruire ce pays si on vous en donnait la chance. Mais tant que des gens comme moi auront encore une voix, je vous rappellerai à quel point vous n'êtes rien d'autre que des déchets, bons à être jetés aux poubelles de l'histoire. Alors, c'est violent, hein, on est d'accord, c'est très violent ce qu'il raconte. Je reprends pas ces mots grossiers, mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens, qui pensent des choses, mais très, très proches de ça. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes proche maintenant de penser ce genre de choses. Je vais aussi vous montrer ce que dit une personne, bon, avec des termes un peu plus choisis, mais de tous ces salopards qui sont allés insulter la veuve pour le discours qu'elle a tenu. Ça, c'est l'extrême droite. Il parle de la veuve. Hein. Ça, c'est l'extrême droite. Les gens voient l'expression d'une droite nauséabonde dans le message de désespoir d'une femme qui a perdu son mari parce qu'elle se demande comment celui qui est responsable de sa mort pouvait en toute impunité être libre de conduire sur notre territoire malgré les 20 lignes à ce propos dans son casier judiciaire. Je ne sais même pas quelle est l'origine du chauffard, j'ai rien suivi, mais j'ai vu passer des dingueries sur cette femme, comme quoi elle est fasciste, raciste, et même de rejoindre son mari. Et la haine des réseaux a atteint un tel stade qu'on arrive à justifier toute violence ou haine sous couvert de spéculation des idées politiques de quelques-uns. Je suis dépassé. Cette gauche nauséabonde n'est pas la vraie gauche. Elle est en train de tuer notre pays. Donc vous voyez, il le dit avec d'autres mots que la vidéo que je vous ai passée, mais c'est exactement la même chose. Il y en a marre de cette gauche nauséabonde, marre de ces gens qui veulent tout excuser, tout, même l'inexcusable. Alors voilà, la vidéo était un peu longue, je suis désolé. Je remercie ceux qui l'ont écouté jusqu'au bout et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à commenter, c'est important, et à partager ce genre de vidéos. Si vous voulez aider la chaîne, eh bien, je vous rappelle qu'il y a la boutique de la chaîne actuellement. Sur la boutique, vous trouvez des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là, des t-shirts, des casquettes, des magnets, plein de produits dont je suis hyper fier, sur lesquels actuellement je fais 20% sur l'ensemble des produits. Des produits vraiment dont je suis très fier parce que je n'ai que des bons retours. Et vraiment, si vous voulez aider la chaîne, achetez un magnet et achetez un petit sticker, quelque chose qui ne coûte rien. Mais au moins, vous aurez aidé la chaîne et je trouve ça bien mieux que de vous demander un Tipeee. Et puis, si vous voulez vraiment des mugs qui sont plutôt... qui sont cool, quoi. Et des polos qui sont vraiment bien, etc. Allez-y, les produits sont vraiment top. Vous allez sur la chaîne YouTube, onglet boutique. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Encore merci à tous ceux qui aident la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.